Alors, nous allons passer à la table ronde suivante. Fraude, comment faire enfin rimer encaissement automatique et limitation de la démarque. On y a dit quelques mots. Donc, Arnaud reste avec nous. Aymar Leroux, directeur technique sécurité et sûreté de Monoprix. Cécile Soulier, software sales spécialiste retail de chez Bizerma. Et Franck, qui est encore avec nous. J'avais noté, Franck, un chiffre que tu m'as donné, un taux d'erreur dans le à la suite d'une étude sur le restanning intégral, sur 20 000 chariots, 43% de taux d'erreur, c'est bien ça? Oui, c'est une étude effectivement qui a rescanné en sortie de caisse 20 000 chariots qui avaient été utilisés par les clients en scan and go. On va en reparler. Le taux d'erreur, c'est-à-dire il y a un produit qui n'a pas été scanné, il y a un produit qui a été scanné 2 fois, le produit ne correspond pas. Le taux d'erreur sur les 20 000 chariots, donc 20 000, Frédéric Michaud est encore dans la salle, 20 000, on peut dire que c'est très, 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 très statistique. C'est 43%, le chiffre que tu cites. Ce qui est énorme. Alors, question pour les deux distributeurs, Auchan et Monoprix. Comment viviez-vous en tant que directeur de la sécurité les nouvelles demandes finalement de commerce en termes d'encaissement et de parcours client? Le dernier exemple étant l'inauguration chez Auchan d'un Auchan Go finalement. On voit que tout ça est en train d'évoluer. Comment vous vivez ça? Alors, on n'a pas encore entendu Monoprix. Aymar Leroux. Donc effectivement, on vit tous ces évolutions en magasin. Elles vont très vite. Elles ont bien sûr pour objectif de satisfaire l'expérience client, de la faire évoluer. On sait que c'est un impératif. Et ces évolutions vont très vite. Ce qui fait que les problématiques de fraude ne sont pas traitées dès le départ. Ce qui est traité dès le départ, c'est l'expérience client. Et c'est nécessaire. Il se trouve simplement qu'on sait tous, et Arnaud en a parlé, que lorsqu'on diminue le niveau de contrôle, naturellement, eh bien, la fraude apparaît. Tout simplement parce que c'était l'expérience Walmart il y a maintenant très longtemps qui disait que, grosso modo, on a 10% de nos clients qui sont d'une intégrité totale, 10% qui sont irrécupérables, et puis il y en a 80% qui ajustent leur niveau d'intégrité en fonction de la peur du gendarme. Pour faire court, c'est ça. Et on le sait tous, prenez juste le cas de la sécurité routière et de la vitesse et du contrôle des radars, vous voyez de quoi je fais référence en matière de peur du gendarme, on s'adapte. Donc oui, on a des clients qui s'adaptent, oui, on leur donne plus de pouvoir, une meilleure expérience, mais la possibilité de frauder. Donc oui, ces nouveaux parcours clients influencent la démarque inconnue. On a commencé à dire, on a un problème pour évaluer le poids de l'évolution de la démarque inconnue liée à ces nouveaux parcours, c'est un sujet. Mais en dehors de ça, oui, effectivement, aujourd'hui, on voit que ces nouveaux parcours, le self-scanning est vraiment quelque chose qui apparaît de façon puissante. Alors, le self-scanning, ça existe depuis très longtemps. Hein. On l'a vu apparaître dans les années 2000. Simplement, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a une accélération très puissante avec les SCO. C'est encore plus vieux. Hein. Début des années 90, les premiers essais de self-scanning. Non. J'étais optimiste, donc c'est encore plus vieux que ça. Non, c'est que j'ai de l'ancienneté, c'est tout. Bien sûr, les SCO, et puis tous les systèmes d'encaissement liés au smartphone. Ça, il y en a aussi de plus en plus. Alors, chaque enseigne a son type de libre scannage, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a cette très forte accélération, et donc forcément, on se retrouve un peu coincé à un moment donné, sachant que, en plus, là où il y avait peut-être une dizaine d'hôtesses sur une zone d'encaissement, il y a quand même aujourd'hui moins d'hôtesses de caisse sur la zone d'encaissement, donc moins de contrôle physique visuel, et donc là, à nouveau, bien sûr, il y a l'efficacité de la collaboratrice ou du collaborateur, mais il y a aussi simplement la peur du gendarme. Dans la mesure où il y a moins de collaborateurs, le client se sent plus libre d'adapter son niveau d'intégrité, à nouveau, pour être politiquement correct, par rapport à ça. Arnaud, même commentaire? Côté Auchan, oui, c'est un peu les mêmes commentaires. Donc, on a le regard sûreté sur ces sujets. Évidemment, je ne vous cache pas qu'on est un peu en friction aussi avec nos responsables commerce, nos responsables métiers caisse. Maintenant, voilà, on n'est pas là pour contrarier la marche en avant et le progrès. Donc, voilà, on regarde ça de façon positive en réinsistant sur notre triptyque. Hein, chez Auchan, en fait, voilà, ce qui nous guide en matière de lutte contre la fraude, c'est 1, la tolérance zéro.
évidemment dans le respect des personnes, donc que ce soit un chewing-gum ou un iPhone à 1 200 €, c'est la même chose. Donc c'est ces passages par la case locale de contrôle, et puis après, appel de la police ou autre, si c'est nécessaire, avec dépôt de plainte simplifié. Le concept aussi de cible dure, cible molle, voilà, donc on réinsiste là-dessus. Il s'agit de réembarquer tous nos collaborateurs du commerce de façon à redonner du sens aussi à cela, de façon, voilà, si je veux être un peu égoïste, que, ils viennent plutôt, les voleurs viennent plutôt chez Monoprix que chez Auchan, quoi, voilà. Et puis en matière aussi donc de la complémentarité aussi humaine et technique sur le sujet de la surveillance, c'est-à-dire qu'on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc on a beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, on a des moyens techniques, antennes, etc. Mais on a aussi nos hommes qui sont au centre du dispositif pour surveiller tout ça. Donc on est plutôt sur un principe en fait de prévention, dissuasion, en rappelant que chacun est acteur et en responsabilité sur son périmètre d'exercice du métier. Donc c'est pas que le travail des équipes de sûreté et de sécurité, c'est aussi le travail de chaque collaborateur sur la surface de vente. Donc c'est un sujet, en fait, c'est une affaire vraiment collective, cette lutte contre la fraude. Mais qu'est-ce que vous réclamez tous les deux? Quelles sont vos demandes pour effectivement généraliser le self-scanning? Alors je fais le lien, dans la mesure, le lien avec ce qui s'est dit à la première table ronde. C'est-à-dire que lorsqu'on a un sujet, on a deux approches possibles. L'approche humaine, donc soit par des collaborateurs, soit par des agents de sécurité, ou l'approche technique, voire technologique. Là, il est évident que l'approche technologique doit aujourd'hui avancer. On a à disposition maintenant des images, des quantités d'images considérables. La question, c'est le traitement de l'image. Donc, je fais le lien avec la première table ronde. Évidemment, il nous faut aujourd'hui trouver des solutions pour que la phase de contrôle, qui est une phase indispensable par rapport au self-scannage, soit la meilleure possible et la moins contraignante pour le client. C'est-à-dire que si vous faites une belle expérience client avec un libre scannage qui se passe très bien, et qu'après la phase de contrôle brise cette expérience, ça n'a plus de sens. Donc il faut trouver des moyens pour que justement on arrive à faire cette phase de contrôle qui permet de réduire puissamment la fraude, de façon la plus agréable pour nos clients. Grosso modo, c'est une des choses vers laquelle il faut avancer. L'intelligence artificielle fait partie des outils à disposition. Alors à disposition, qui pourraient être à disposition, voilà. Mais en tout cas, c'est une piste forcément extrêmement intéressante. Arnaud, qu'est-ce que vous réclamez? Oui, en fait, nous, l'approche que l'on a, c'est que la partie caisse automatique n'est qu'un maillon en fait, de la chaîne du parcours client ou même du parcours du produit, parce qu'en fait, il s'agit de pouvoir, d'éviter d'avoir de la perte au niveau des produits. Donc, on a plutôt une approche globale, en ce sens que on renforce aussi donc les contrôles en réception, c'est-à-dire les marchandises qui arrivent dans les magasins, le stockage sécurisé des produits de forte valeur avec les accès réglementés, un certain nombre de rappels aussi sur la surface de vente en matière de politique d'antivolage, en matière d'application en tout cas du plan d'action anti-DI qui a été préparé auparavant, fruit des analyses faites par le contrôleur de gestion, le responsable sécurité et les responsables métiers. La formation des collaborateurs et collaboratrices en caisse, c'est particulièrement important. On s'aperçoit, en tout cas dans les premiers magasins où on a déployé les SCO, que lorsqu'il y avait un défaut de formation, ça générait fatalement une augmentation, en tout cas, en matière d'interpellation en sortie caisse. Donc il y a vraiment un sujet sur la formation des collaboratrices et des collaborateurs, la bonne posture, être en accompagnement aussi des clients, et comme tu le dis, que les contrôles soient les moins indolores possibles. Pour que les contrôles soient les moins indolores possibles, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui étaient faites en amont et sur la surface de vente, en matière d'antivolage, en matière de cerclage des produits, de façon à ce que les hôtesses n'aient plus à aller contrôler que le contenu soit conforme au contenant. Voilà, quand les produits passaient par les caisses classiques, l'hôtesse de caisse le voyait tout de suite. En revanche, dans les SCO, c'est moins évident, quoi. Et puis la dernière ligne de défense, c'est la ligne de défense en fait sûreté en arrière-caisse, qui doit s'équiper aussi en moyens de contrôle à distance, type tablette, etc., de façon à avoir une lecture en parallèle de ce que scanne le client sur son îlot caisse. Voilà. Et par-dessus tout ça,
les moyens supports que l'on rajoute, tout ce qui est vidéosurveillance, donc voilà, une grosse attente en matière d'intelligence artificielle, en tout cas sur ces fameuses caisses, l'herméticité de magasin, les antennes anti-vol, etc., etc. Voilà, donc je pense que c'est une belle opportunité, en tout cas pour la sécurité, pour donner du sens à tout ça, et puis remettre l'église au centre du village et expliquer que voilà, le problème, c'est pas forcément les SCO, c'est une partie du problème, mais qui doit se gérer dans la globalité, en tout cas, de ce qui se passe dans le site. Franck, tu as saisi le micro, ça veut dire que tu veux parler. Pour faire la transition avec Cécile, juste après, à qui je passerai la parole, effectivement, l'amélioration et finalement la quadrature du cercle que vous citez, c'est-à-dire faire du commerce de façon fluide, que ça se passe bien avec le client, qui est, j'allais dire, pas de contrôle, ou que le contrôle soit inodore ou ne se voit pas. Je citerai l'exemple de Walmart. Walmart a développé les SCO, les caisses automatiques, de manière très forte, comme les distributeurs en France, et très vite, ils se sont confrontés à un problème sur la pesée, sur les poids unitaires des produits. Cécile aura l'occasion d'en reparler, c'est un des axes d'innovation de leurs produits. Mais pour confronter à ce problème de poids, il y avait un passage client, une fluidité client qui n'était plus là. Et donc, toute l'expérience client, comme tu dis, Aymar, était bonne. Et on arrivait à la fin, et là, c'était la catastrophe. Des erreurs, des alertes, une hôtesse de caisse obligée d'intervenir pour régler le problème, une suspicion de vol, bref, une mauvaise expérience client. Résultat des courses, Walmart a décidé d'arrêter le pesage en caisse. Et donc, évidemment, au début, ils ont eu une démarche qui a littéralement explosé. Et c'est suite à ça que, notamment, les systèmes d'intelligence et de vidéosurveillance, je reviens à la première table ronde, ont été développés pour revenir à une expérience client qui soit la plus fluide possible. Alors justement, tu as parlé plusieurs fois de Cécile Soulier, donc je crois que vous avez une solution pour les gros paniers et les gros chariots. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. En fait, l'idée de départ, et vous l'avez bien résumé tous les trois finalement, c'est de se dire aujourd'hui les distributeurs sont des commerçants et donc il y a un vrai choix cornélien, c'est comment apporter un service client qui soit le meilleur possible pour que le client revienne et en même temps vous n'êtes pas totalement philanthrope et c'est normal, sinon vous ne dureriez pas. Et donc, du coup, comment assurer la rentabilité de l'entreprise et comment, du coup, notamment, faire en sorte de ne pas avoir une démarche qui explose. Et donc, quand on s'est posé, on a réfléchi à des solutions qui visent à vraiment essayer de résoudre ces deux problèmes, enfin de travailler sur ces deux pans en même temps. C'est comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience des clients et en même temps, comment est-ce qu'on peut réduire la démarque. Finalement, je vais vous parler peut-être de deux solutions. Une qui sont, puisque tout à l'heure on évoquait le client qui potentiellement faisait des changements, qui allait poser sa bouteille de whisky pour la peser au prix du kilo de carottes. Aujourd'hui, grâce à la techno, notamment de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, sur la reconnaissance d'image, on a aujourd'hui des solutions qui permettent de savoir que la bouteille de whisky, elle n'a pas besoin d'être pesée et elle ne va pas passer comme des carottes. Donc ça, c'est un premier point. Et toujours pour revenir à ce double objectif, c'est un client qui va arriver sur la balance et qui va peser ses carottes. La balance va automatiquement lui dire que c'est des carottes. C'est un vrai service client. Et en même temps, ça évite la fraude. Donc ça, c'est ce qui est en amont et pendant le parcours de shopping. Après, effectivement, pour répondre plus directement à la question d'Yves, on a développé une solution qui est notamment dédiée aux chariots, qui vise à améliorer l'expérience sur le self-scanning. Aujourd'hui, le self-scanning, pour éviter d'avoir quand même la démarque qui s'envole, et malgré tout ça, il y a encore 43% d'erreurs, comme le disait Franck, il y a la mise en place de contrôles humains qui sont partiels, aléatoires, tout ce qu'on veut, avec tout un système intelligent derrière, qui fait que pour les clients qui sont contrôlés, on détecte les erreurs. Mais cette étape-là, elle est souvent mal vécue, elle est source de stress pour le client, elle est un rôle ingrat pour l'hôtesse
qui doit aller au devant du client pour faire ce rôle de gendarme qui est pas forcément facile pour elle. Et donc, on a développé une solution qui permet en fait de permettre à 100% des clients de passer par une phase de validation. Cette validation, elle s'appuie sur un algorithme d'intelligence artificielle qui est la combinaison de plusieurs technologies et qui permet que tout client qui utilise le self-scanning va passer par une borne de contrôle. Donc on est sur le 100% de contrôle. Mais bien évidemment, si on veut continuer à apporter le service client, c'est important d'avoir quelque chose qui soit indolore, comme on le disait tout à l'heure. Et donc cette étape de contrôle se fait en semi-libre service, on va dire. Officiellement pour le client, c'est en libre service. Après, bien évidemment, on sait que tout ça est monitoré et contrôlé par l'application. Et se fait en quelques secondes. Donc en gros, en 3 secondes, on sait si le client qui a utilisé le self-scanning s'est trompé ou pas. S'il ne s'est pas trompé, c'est parfait. On ne dégrade pas son expérience, il passe directement à la phase de paiement. Il n'y aura pas de contrôle humain qui sera fait. Si par contre, une erreur est détectée, et on voit bien qu'il y a des erreurs qui sont volontaires, les 80% de la population qui peuvent basculer dans ce monde de je vais essayer, voir si je vais tricher. Mais il y a aussi tout simplement le client qui a rempli son chariot avec 100 articles et qui a globalement 9 chances sur 10 d'avoir fait une erreur au cours de son scanning. Et bien cette étape-là, on va la détecter, on va aider le client à se corriger très rapidement et une fois que c'est corrigé, il va pouvoir passer à la phase de paiement. C'est lui qui fait son propre contrôle. C'est ça. C'est lui, bien évidemment, bien encadré par l'application. Et je pense aussi, on en parle depuis tout à l'heure, on parle aussi toujours de l'accompagnement humain. Ça reste, somme toute, important. Aujourd'hui, quand on voit des zones de libre-service dans les magasins, c'est rare qu'il n'y ait pas une personne qui soit de près ou de loin en charge de ces zones. Et du coup, il y a quand même bien autour quelqu'un qui va pouvoir à la fois regarder, avoir un œil, et aussi pouvoir aller au devant du client pour pouvoir l'accompagner si nécessaire. Alors Arnaud ou Aymar, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces solutions et qu'est-ce qui vous freine finalement à aller encore plus loin, le ROI, l'investissement? Que pensez-vous de tout ça? Moi, personnellement, toutes les solutions sont bonnes à prendre. Encore faut-il donc les présenter et les tester sur le terrain. À date, enfin on le disait, on a peu de visibilité sur l'évaporation, ce qu'on a comme perte. Donc il faudrait qu'on passe par une sorte de POC de façon à pouvoir identifier notre évaporation et voir si le ROI derrière sera plus ou moins immédiat. Voilà, si l'investissement en tout cas vaut le coup. Après, moi je suis ouvert à toute proposition, pour être clair. Dès lors que ça permet effectivement de faciliter le parcours client, de ne pas mettre en insécurité en tout cas nos hôtesses. Donc je vois tout ça d'un bon oeil. Maintenant, voilà, il ne faut pas que l'investissement soit prohibitif. Aujourd'hui, voilà, je ne suis pas capable de dire quel est le niveau de vol en fait sur nos îlots de caisse co. Donc ça va forcément passer par une phase de test pour que l'intégrateur soit capable d'évaluer le taux de non-scanning, le taux d'usurpation de GenCode, etc. De façon à, partant de là, décider de la meilleure option, la meilleure technologie à mettre en place pour remplir le besoin. Et Marlo? Oui, Arnaud était très complet. Donc, effectivement, une des questions, c'est le RSI, et donc de savoir quels sont les gains. Et comme aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle est cette part de démarque liée à ces nouveaux parcours, et notamment au libre scannage, c'est assez difficile à monter. Donc, à part effectivement le test, aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'autres solutions, puisque voilà, ça c'est un point. Après, il y a aussi potentiellement l'espace que ça prend dans la zone d'encaissement. Ça c'est aussi intéressant. Il faut que ces solutions ne viennent pas trop contraindre ces espaces d'encaissement qui sont déjà
extrêmement bien calculés et optimisés, pour faire court. Et donc, il faut que ça s'intègre dans ce paysage-là. Donc là, c'est assez technique, hein, mais c'est important parce que forcément, les distributeurs le savent bien, toutes ces zones d'encaissement sont calculées au plus juste, en termes de mètres carrés. Alors, on a parlé plusieurs fois de la peur du gendarme. Est-ce que tout passe finalement par des mesures préventives? Les Français vont avoir peur de commettre l'acte, on va dire. Tout passe par la peur du gendarme? Alors, je l'ai beaucoup dit, donc je vais prendre la parole. Alors, on va dire qu'il faut accompagner le client. La peur du gendarme, on se le dit entre nous, c'est plutôt un accompagnement du client pour qu'il se sente en sécurité et qu'il puisse développer le meilleur de lui-même dans nos magasins. Mais oui, il faut qu'on arrive à lui montrer qu'on est là, qu'on l'accompagne, qu'on pense à lui. Lorsque je faisais du commerce de proximité, rien que de dire bonjour monsieur ou bonjour madame, c'est le premier moyen de montrer qu'on l'a repéré en tant que client, qu'il est le bienvenu, mais rien que ça permet de marquer son territoire. Et donc oui, c'est en ça que oui, c'est un contrôle, oui, c'est la peur du gendarme, mais c'est montrer notre présence. Alors, de différentes façons, bien sûr par le contact physique, la présence, mais ça peut être, il y a d'autres moyens, ça peut être des messages de communication, c'est bien sûr tous les relais d'images à l'entrée des magasins montrant que le client est filmé, tout ça, ce sont des moyens qui montrent qu'il est dans un endroit sécurisé et qu'il peut donc développer le meilleur de lui-même. Arnaud? Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Aymar. Donc voilà, le sujet en fait, c'est d'être visible aussi sur la surface de vente, quoi. Voilà, que la sécurité soit visible, effectivement, qu'elle soit aussi dans une posture d'accueil. Voilà, donc c'est pas uniquement les gros bras. Je pense qu'en tout cas les agents de sécurité ces 10 dernières années, voilà, le profil en tout cas a bien évolué et on leur demande autre chose que d'être uniquement dans le contrôle. Même si, voilà, je rappelle régulièrement à mes camarades du commerce, Filquet, etc., que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc on est là aussi pour jouer le gendarme, mais voilà, en prenant des pincettes et en étant en accompagnement et en expliquant les choses et en donnant du sens en fait aux clients. Donc et tout ceci participe du sentiment de sécurité qui doit être présent en tout cas dans nos surfaces de vente, de façon aussi à faire venir nos clients et les fidéliser. Mais Franck, est-ce que ça marche toujours? Autrefois, on disait qu'un magasin bien tenu, bien éclairé, propre, c'était un magasin tout simplement où il y avait moins de vols. Donc ça commence peut-être aussi par là, si ce vieux dicton du commerce est encore vrai. Oui, bien sûr, ça reste encore vrai. On avait fait une étude à l'époque, on l'avait présentée lors d'un Périphem Day sur le sentiment de sécurité des Français dans les commerces et on avait senti non pas cette surveillance, mais quand effectivement on sent un magasin bien tenu, on sent qu'il y a du monde. Et alors je le dirais évidemment moins bien que ce que vient de dire Aymar, donc je vais le dire autrement, mais on a eu une présentation il n'y a pas longtemps de ce que fait Tesco en Angleterre. Alors je prends quelques exemples étrangers parce que en termes de vidéo, ils vont éventuellement un peu plus vite que nous en ce moment. Et ça avait commencé par Walmart il y a 30 ans, alors sur la même statistique que celle que Aymar a citée, c'est-à-dire sur les 80% de population qui, on va dire, je vais résumer comme ça, est border. En tout cas, peut éventuellement penser à une opportunité. Eh bien, Walmart a eu l'idée, il y a 30 ans, et depuis les distributeurs en France, pas tous, mais beaucoup le font dorénavant. Quand vous rentrez dans le magasin, vous avez un écran où vous voyez. En fait, ce n'est qu'un miroir. Hein. Cet écran n'est pas enregistré. Il ne fait pas partie des écrans soumis aux réglementations dont on parlait. C'est un miroir. Mais en fait, qui sert juste à... tu parlais de la peur du gendarme, entre guillemets, là on est entre nous, mais qui effectivement permet de faire comprendre aux clients qu'effectivement nous sommes là, il y a du monde. Et depuis quelques années, et c'est une présentation qu'on a pu avoir de ce que fait Tesco en Angleterre et quelques distributeurs aux États-Unis, sur les caisses automatiques, là aussi, aujourd'hui il y a des écrans où en fait, qui sont des miroirs où le client se voit et voit l'acte qu'il commet. Se voit scanner ses produits. Donc des petites astuces qui fonctionnent. Avec un effet préventif absolument évident, ce qui me permet peut-être de passer la parole à Cécile sur en conclusion sur le côté préventif, notamment du système de votre innovation, qui est un point assez novateur par rapport à un système qui nécessite un contrôle. Et on l'a vu, toute la difficulté d'imposer un contrôle et aux clients et aussi à l'hôtesse de caisse qui... le fait parfois même en insécurité aujourd'hui. Pour ceux qui vont faire leurs courses chez Auchan, que je félicite au demeurant,
Lorsque vous rentrez dans les surfaces de vente Auchan, vous avez ce fameux écran en fait, à l'entrée. Et pour la petite histoire, cet écran, en fait, on l'appelle l'écran Mullier. Voilà, c'est Gérard Mullier qui a demandé à ce qu'on mette en place cet écran il y a de très nombreuses années à l'entrée des magasins. Attention, je vais en déduire que Gérard voulait se voir dans le magasin à chaque fois qu'il entrait dans le magasin. Vous savez comment sont les journalistes. Une question qui n'est pas... Je ne vais pas faire du politiquement correct, mais lorsqu'on est dans des groupes intégrés, alors d'abord je veux botter en touche pour vraiment montrer que je ne veux pas faire du impolitiquement correct. Il y a un vieux dicton également du commerce, faites des prix bas, les pauvres en ont besoin et les riches adorent ça. Tout ça pour dire quoi? Est-ce que vous adaptez de plus en plus vos politiques de sécurité en fonction des magasins et des zones de chalandise? Est-ce que vous avez une politique qui est la même, parce que vous êtes Auchan France ou Monoprix France et que vous êtes un groupe intégré, ou est-ce que vous vous dites ça va dépendre des zones de chalandise et des cas? Pour être clair, donc moi j'ai une politique sécurité qui est rédigée, qui fait une 30aine de pages, et j'ai du management en fait, de proximité qui couvre toute la France avec un responsable exploitation sécurité qui couvre plusieurs magasins, toute gamme, hypermarché, supermarché, ultra proximité. On partage l'expertise, donc en fait c'est zéro défaut sur l'aspect sécurité, parce que sécurité incendie, là il n'y a pas de sujet. En revanche, en matière de sûreté, on est là pour faire du sur-mesure. Voilà, donc on répond aux justes besoins en fonction de la criticité de la zone de chalandise. Voilà, donc l'hypermarché dans la banlieue parisienne, on ne le traitera pas de la même manière que l'hypermarché à Châteauroux, par exemple. Voilà. On n'a pas affaire aux mêmes problématiques. Aymar? Oui, c'est exactement la même chose. Chez Monoprix, on a un socle sûreté qui est le même pour l'ensemble des magasins. Et après, effectivement, il y a une analyse du risque, pour faire court. Et en fonction de cette analyse, on adapte les moyens à la zone géographique et au format du magasin, puisque sur deux magasins de la même enseigne, mais pas sur le même format, sur une zone géographique identique, ce n'est pas forcément les mêmes moyens qu'on va développer, puisqu'en fonction des formats, on peut avoir des risques un peu différents. Alors, je parle surtout de sûreté, puisque sécurité, c'est tellement réglementaire que de toute manière, le socle réglementaire est le socle final, pour faire court. Mais en matière de sûreté, on a une analyse du risque, comme Arnaud, qui nous permet de nous adapter. Il y a une seule chose, en fait, sur laquelle on projette en fait, une uniformité en matière de procédure, c'est dans le cadre de la maîtrise du risque terroriste, où là, que ce soit hypermarché, supermarché, voilà, ils répondent tous au même canevas en matière de rédaction de PPMSA, de formation au secourisme tactique, de formation au bon comportement, etc. etc. Voilà, donc tout ceci, là, tout le monde est aligné au même niveau de ce point de vue-là. Alors, avez-vous des questions? Il nous reste 5 minutes. Avez-vous des questions dans la salle? Sinon, je continue. Moi, j'ai plein de questions. Oui, je vois un bras levé au milieu. Allez-y. Bonjour, Jean-Baptiste Robinet, directeur commercial et marketing de Record Porte Automatique. Ma question rebondit sur ces 2 tables rondes. Ne devriez-vous pas, en tant qu'exploitant de magasin, mettre en relation l'ensemble des entreprises et industriels qui sont vos fournisseurs pour que leur système d'intelligence artificielle puisse communiquer et vous apporter une vision globale et des données en temps réel pour justement mieux communiquer et vous donner de l'information just on time, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en tout cas de mon point de vue, n'a d'intérêt que si tous les neurones d'un magasin sont connectés les uns aux autres. Je pressens que le monsieur a la solution en plus. Je ne me permettrai pas, je ne sais pas. Non, ce qui est certain, c'est que, alors, sur l'intelligence artificielle, on est vraiment en phase de test, on en a parlé, on a quand même une zone de flou qui est aujourd'hui suffisamment puissante pour ne pas être dans cette perspective-là. Est-ce que c'en est une? C'est sûrement une perspective, mais aujourd'hui, la base n'est pas suffisamment claire sur l'intelligence artificielle pour se projeter sur ces niveaux-là. Mais effectivement, à un moment donné, si on avance sur des intelligences artificielles dans chaque domaine, forcément qu'on va les faire communiquer, c'est évident. On l'a fait déjà sur plein de domaines de l'intrusion, de la vidéosurveillance, des PC sécurité. C'est déjà travaillé, donc forcément que ça va émerger à un moment donné, mais à condition que les tests et que la CNIL, et que au-delà de la CNIL qui travaille avec les textes disponibles, donc que les gouvernements nous mettent à disposition des textes qui nous permettent d'avancer
bien sûr en tenant compte des libertés individuelles, etc. Donc ça, c'est certain. Mais je pense que oui, et je pense que c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui, puisque le socle de base n'est pas suffisamment clair et avancé. Une autre question? Oui, en haut à droite. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Marc-Claire Daudefeuille, NJ. Donc on va être galant, on va commencer Pardon. par madame, voilà. Alors, ce n'est pas du tout mon industrie, mais j'ai vu avec intérêt que Amazon avait ouvert un magasin à Londres sans caisse, libre service total, avec un simple passage dans les rayons pour sortir après avec son caddie, son cabas plutôt. Qu'en pensez? Parce qu'en vous écoutant, j'ai l'impression que finalement, ça n'est pas pour demain en France, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous, Grand District français, travaillez? Pour répondre à votre question, Auchan vient de faire la même chose, mais sur une très 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 petite surface dans un campus à l'EDEC. Voilà, donc je pense que c'est peut-être quelque chose qui est réalisable sur une certaine gamme de magasins, de façon à offrir un service aussi à une certaine catégorie de population, parce que voilà, je ne sais pas si les personnes âgées sont très ouvertes sur ces nouvelles technologies. Maintenant, voilà, dans un campus, pourquoi pas, ça permet d'avoir quelque chose de 100% automatisé. Et puis de notre côté aussi, tester des formules peut-être d'avenir, mais j'ai un réel doute. De toute façon, quand je vois justement la présentation qui a été faite avant les 2 tables rondes, il est clair que voilà, vous tous, clients, enfin l'expérience client, vous avez besoin aussi d'être accompagnés dans les magasins, d'être conseillés. L'humain sera toujours au centre du dispositif. Voilà, maintenant, ponctuellement, effectivement, ce type de choses peut apporter un intérêt et apporter de la souplesse sur certains sites. Et puis, mais vraiment sur des très 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 petites surfaces, quoi. Après, il y a des coûts prohibitifs aussi qui sont liés à ces installations. Je crois qu'on est au tout début, mais je vois mal en tout cas Auchan, avec le projet humain qui caractérise cette entreprise, aller massivement vers ce genre de solution. Monsieur Manœuvre, on a déployé un test il y a très peu de temps d'un magasin autonome, qui est autonome, on va dire, lorsque le magasin ferme. Il y a donc une partie qui devient autonome. Donc comme tout test, on apprend plein de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces magasins autonomes, il y a beaucoup de technologies différentes sur le marché aujourd'hui. Il n'y a pas qu'une technologie. Les technologies notamment où le client est abonné à ce service, c'est-à-dire qu'il est identifié clairement dès le départ, c'est forcément des services qui vont mieux vivre. Parce que si je fais le lien avec la fraude... C'était le cas, chez Auchan au départ, le premier test, c'était tout simplement les salariés d'Auchan. Donc là, les risques sont moindres, effectivement, est-ce qu'ils sont clairement identifiés? Pardon, je vous ai coupé la parole. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut bien tester tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas la solution idéale en matière de magasins autonomes. Forcément, c'est un service et donc forcément, ça va continuer à se développer. Je suis assez d'accord, comme tout service, ça ne va pas être des magasins sur des surfaces énormes, ça va être des petites unités. Là, à nouveau, il va falloir trouver le bon équilibre entre le service client, la lutte contre la démarque inconnue, l'accompagnement du client, parce que même lorsqu'on rentre dans ce genre d'unité, il faut quand même être accompagné. Voilà, il faut trouver l'équilibre de tout. Aujourd'hui, on en est au début. Oui, il y a plusieurs essais qui sont en France, avec tout simplement, c'est la taille d'un conteneur pour certains. Et puis après, je rappelle souvent, pardon, on est entre nous, donc je vais taper sur les journalistes, mais un journaliste va le lundi à New York voir Amazon Go, il écrit que c'est fabuleux, c'est l'avenir du commerce, c'est Amazon, c'est la nouvelle technologie, c'est extraordinaire. Et 15 jours après, le même journaliste va en France voir un reportage, faire un magasin plus ou moins similaire, va écrire c'est dangereux, c'est mauvais pour les caissières, c'est contre l'emploi. Bienvenue en France. Y a-t-il d'autres questions? Pardon, je ne peux pas m'empêcher de faire des remarques. Oui, bonjour, Laurent Baraguet, directeur développement innovation, société Octopus Sécurité. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus un constat général sur les 2 premières tables rondes. En cyber et en vidéosurveillance, il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais il y a l'intelligence humaine. Derrière tout système, et ça vous l'avez bien dit, et toute technologie, il y aura un homme ou une femme. Concrètement, il y a un gros manque de main-d'œuvre qui se veut sur des problématiques d'attractivité diverses. Il ne faudrait pas que les limites d'application
des différentes solutions techniques en matière de vidéosurveillance, hein, c'était surtout la thématique, leur donne un sentiment de non-sens à leur mission. En termes de sécurité, ça veut dire quoi? Le vivier, problème de recrutement, il y a des grands besoins de main-d'œuvre et il faut des formations pour ce personnel-là. C'est des formations qui vont à minima de 3 mois jusqu'à plus d'1 an pour avoir un minimum d'expérience suivant les postes qui se veulent de plus en plus qualitatifs et technologiques. Cette formation des utilisateurs doivent être aussi accompagnés par les collaborateurs suivant les différentes accessibilités. Cette difficulté, elle ne va pas aller en s'arrangeant. On est très fiers d'accueillir la Coupe du Monde de rugby 2023, les Jeux Olympiques 2024. Tout ça, c'est demain. À aujourd'hui, on tend vers une ponction de personnel déjà en poste actuellement, car on parle à aujourd'hui de moins de 30 000 agents de sécurité pour l'ensemble de ces événements-là. Et d'année en année, le chiffre, il augmente et il grossit. Et on va tendre vers des désertifications de postes actuels avec des pertes économiques et des pertes de retour d'expérience dues peut-être au profit d'arrivées de sociétés, on en parlait, hein, il n'y a pas que les Asiatiques, il y a aussi des sociétés européennes qui poussent vers nous pour venir nous accompagner ou nous donner un petit peu des leçons sur la façon dont on pourrait aussi protéger nos infrastructures actuelles et futures dues à ces grands événements sportifs. Beaucoup d'effets d'annonce se veulent très rassurantes, mais je trouve qu'elles ne sont pas proportionnelles concrètement aux tables rondes qui pourraient s'organiser entre les différents représentants d'État, hein, que ce soit la CNIL, le ministère de la Justice, et du travail aussi, et l'ensemble des collaborateurs ici présents du secteur privé, de manière à mettre en sécurité ce qui se fait aujourd'hui et surtout demain. Un commentaire ou pas? Oui. Oui, bon, vous avez raison hein, sur effectivement la possible pénurie de main-d'œuvre dans les années à venir. Je dirais que alors, chez Auchan, on est un petit peu moins concerné parce que j'ai la chance de bénéficier d'un service de sécurité interne. J'ai 1500 bonhommes en fait et femmes avec moi qui constituent en tout cas l'ossature de nos services de sécurité dans les hypermarchés, qui sont sur la fonction d'OSD dans les PC sécurité. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet avec nos partenaires externes qui viennent nous renforcer, les prestataires externes de sécurité, en matière de fidélisation de ces agents de sécurité. Nous, en fait, on a fait le choix de mettre le paquet, en tout cas, sur l'aspect management de nos propres collaborateurs, de façon à créer aussi l'accompagnement et une réelle synergie entre l'équipe interne et les renforts externes de sécurité, de façon à ce qu'ils fassent partie, j'ai le sentiment en tout cas de faire partie de la même équipe. Même si c'est vrai qu'il y a une différence relativement importante en matière de salaire entre un agent interne de sécurité et un prestataire externe. Et je pense que le sujet effectivement des salaires va monter, enfin, on en parle déjà depuis de nombreuses années, mais il est évident qu'il va falloir un jour que les prestataires externes des agents de sécurité en tout cas soient mieux payés et qu'on leur redonne effectivement du sens à leur métier. Mais le sens à leur métier, en tout cas, nous, c'est notre responsabilité au sein d'Auchan et c'est fait par le biais de nos propres managers, responsables sécurité et coordonnateurs qui sont là pour les accompagner au quotidien sur les sites. Mais vous vouliez compléter? Oui, juste une chose. Effectivement, on a cette crainte, c'est très clair. Après, il y a quand même une réponse. C'est aussi dans la proximité qu'on a avec nos partenaires. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des appels d'offres, il y a tous ces systèmes-là, mais au-delà de ça, l'attention qu'on porte à nos partenaires, donc notamment les sociétés de sécurité privées, est importante parce que dans ces moments qui vont être des moments tendus, si vous êtes en confiance, ça se passera forcément mieux. Donc, c'est une des dimensions. Et on sait très bien que développer un bon partenariat et une vraie proximité avec ces sociétés, avec qui on est en échange assez régulièrement, voire très régulièrement, voire quotidiennement, c'est forcément un élément important pour justement passer ces moments de tension. Et ça sera un moment de tension, il faut se le dire. Donc la proximité sera importante avec ces sociétés-là à ce moment-là. Oui, comme le dit Emma, en fait, cet aspect confiance, cet aspect proximité est important. Chez Auchan, vous savez qu'on a une école de la sécurité qui forme bon an mal an de l'ordre de 29 000 personnes par an, formation interne, mais on preste aussi pour l'externe, et on a un certain nombre de partenaires sécurité privée qui se tournent vers Auchan, et voilà, ça permet en tout cas
de favoriser cette proximité. On forme leurs propres collaborateurs et ça permet de faire gaper leurs collaborateurs en fait, au niveau requis de ce que je demande en, fait, en matière de sécurité interne. Voilà, donc on a différents outils en fait, pour assurer en tout cas ce lien et le management sur le terrain au quotidien. Eh bien, merci. Vous allez me dire d'ailleurs si vous êtes d'accord avec ma conclusion ou pas. Finalement, il faut les deux. C'est oui, il faut absolument que la CNIL vous aide pour pouvoir vous équiper, parce qu'il faut s'équiper, notamment contre les 10%, pour rebondir, de clients qui de toute façon sont des voleurs nés. Donc il vous faut des outils. Oui, il y aura de l'intelligence artificielle, mais d'un autre côté, sur les 80% de clients qui sont des voleurs très occasionnels, oui, là, il faut de la formation, oui, là, il faut de l'humain, parce qu'un client ou une cliente qui veulent juste un paquet de chewing-gum pour une fois, c'est surtout un bon client du magasin. Il ne faut pas se brouiller avec elle, sinon la perte sèche, là, elle est importante. Donc, il faut le mélange des deux, et il faut qu'on vous aide à faire ce mélange des deux. C'est une question d'équilibre, on est bien d'accord. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde.